Build & Connect, le podcast qui donne la parole à ceux qui construisent aujourd'hui le bâtiment de demain. En novembre 2022, s'est tenue la 5e édition du colloque international. 2 journées riches en conférences, tables rondes, retours d'expérience et moments de networking. 2 jours pour donner l'impulsion, susciter des collaborations et changer d'échelle. Build & Connect, un programme proposé par le pôle Fibre Énergie Vie, seul pôle de compétitivité entièrement dédié au bâtiment, et par l'Université de Strasbourg avec le soutien de 15 entreprises mécènes. Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Merci de votre présence. Vous participez à une séquence dédiée au confort d'été dans les bâtiments. Pour ce faire, 3 intervenants aujourd'hui. Monsieur Philippe Sigvald, qui est donc architecte à Strasbourg. Il nous parlera du rafraîchissement naturel des bâtiments en saison chaude. Nous aurons également l'intervention de monsieur Maxime Doya de la société Tipeee, donc qui est chef de projet et expert en thermie du bâtiment. Il nous parlera des effets du bâtiment sur le microclimat urbain. Et nous aurons également l'intervention de Rémi Perrin de la société Soprema. Il est directeur de recherche et nous fera un retour d'expérience sur les solutions cool roof, donc toiture fraîche, et le rafraîchissement adiabatique. Voilà, sans plus attendre, je laisse la parole à monsieur Sigvald pour la première intervention. Merci. Le sujet des bâtiments rafraîchis naturellement en saison chaude, ça a l'air un peu bateau, mais vous allez le voir, on ne va pas parler que de confort d'été, on va aussi parler de qualité de l'air, on va parler de performance énergétique, parce que ce que je pense, c'est qu'il faut avoir une approche globale. Et donc, on a beaucoup parlé de rénovation thermique avant, on a parlé de chauffage, mais très peu de ventilation, de qualité de l'air. Donc, je pense que c'est souvent le parent pauvre de ce qu'on essaye de faire aujourd'hui, quoi. Sachant que la priorité, c'est quand même la santé de l'usager. Et le coût social de rhinite ou d'asthme peut être énorme pour la société, quoi. Voilà. Et ça peut être impliqué par une mauvaise ventilation, un mauvais confort d'été. Donc, le bâtiment, en fin de compte, le bâtiment doit tenir compte des variations saisonnières. Donc, évidemment, ça paraît évident, mais ce n'est pas toujours le cas. On ne va pas construire de la même manière en Île-de-France qu'en Alsace ou dans le sud de la France, dans le nord de l'Europe. Les conditions climatiques sont différentes. Si on ne tient pas compte des conditions climatiques, on revient à ce qui se faisait beaucoup, ce qui se fait encore beaucoup aujourd'hui, c'est-à-dire on va devoir dépenser beaucoup là on parle de confort d'été, pour rafraîchir, arriver à climatiser avec beaucoup de dépenses d'énergie, avec l'inconfort et les conséquences sur la santé que ça peut impliquer. Alors, ce qu'on propose, ce qu'on fait dans notre pratique, c'est on essaie de corréler le bâti, bien sûr. Alors ça, c'est très, très théorique, avec les ressources naturelles du site. Alors, quelles sont les ressources d'un site ? Il y a d'abord le sous-sol, la géothermie. Alors, on va le voir après, comment on peut utiliser l'énergie du sous-sol pour ventiler, pour rafraîchir, pour réchauffer en hiver. Il y a le vent, bien sûr, souvent le parent pauvre. Le vent est indispensable à une bonne aération. Qui dit bonne aération, dit évacuation des polluants, dit aussi rafraîchissement dans certains cas. Et le soleil, évidemment. Donc ça, on va faire du photovoltaïque. Alors, les principes de base. Alors, on va le voir, on est parti de certains principes de base. Donc, donc on a développé, ça fait à peu près depuis les années 90 que je travaille sur le sujet. Ce qui m'a toujours dérangé, personnellement, c'est qu'on n'a jamais trop pensé au confort d'été. Maintenant, bien sûr, on se rend compte, surtout à cause de la construction en bois, qu'on va perdre beaucoup d'inertie thermique au détriment, justement, du rafraîchissement en saison chaude. Alors, on va voir les différents principes. Alors, d'abord, bien sûr, l'urbanisme. C'est une photo un peu bateau là, de Perth, en Australie. L'urbanisme, bien sûr, c'est la base, quoi. Si vous êtes près de la mer, si vous avez de grands espaces verts, s'il y a du vent, il y a beaucoup moins de problématiques et ça va peut-être moins trop chauffer en été, être trop froid en hiver. Donc ça, à la limite, il y a des conditions idéales, mais c'est effectivement l'urbanisme qui va donner le ton par rapport à ce qu'on va construire. Alors, utiliser le vent pour rafraîchir la ville. Alors là aussi, il faut le raccorder à la recherche d'évacuation des polluants.
la carte de gauche, c'est les vitesses de vent au niveau de l'Europe. Bon, vous voyez en bleu, on fait partie des parents pauvres, hein, puisqu'on le voit aussi sur la rose des vents en partie centrale. Strasbourg, il y a, par exemple, en Alsace, il y a quelques semaines dans l'année où il y a 0 circulation de vent. Et comme on a eu la fâcheuse habitude de surdensifier les villes, donc avec quelques quartiers qu'on a construits récemment extrêmement denses, il s'opère une stagnation. Et donc, qui dit stagnation, dit accumulation de la pollution. Et qui dit aussi, réchauffement en été, îlot de chaleur, donc voilà. Donc, on a voulu bien faire en densifiant les villes, mais on a oublié, il faut peut-être un peu aérer de temps en temps et faire respirer l'urbain. Alors, ça, peut-être, Monsieur de Surpréma va en parler après. Éviter les teintes noires. Alors, c'est très à la mode, hein, le noir, c'est chic. Hein, il y a plein de bâtiments noirs, ça se fait de plus en plus. C'est une catastrophe en termes de production d'îlots de chaleur, puisqu'on va chauffer l'environnement ambiant. Et aussi l'intérieur. Alors, en plus c'est en noir et en métal, c'est une catastrophe. On produit des boîtes de conserve qui vont surchauffer en été. Et il y a des gens qui vont habiter là-dedans. Et on va s'étonner après qu'ils installent les climatisations de façon individuelle. Mais ça devient insupportable. Donc, effectivement, le blanc va réfléchir la lumière. On ne va pas s'attarder là-dessus, c'est un principe de base. Éviter l'ensoleillement direct, donc là c'est du simple, hein. On évite l'ensoleillement direct en été, quand il fait chaud, et on va favoriser, souvent par des systèmes de réflexion, le maximum de lumière naturelle, d'éclairement naturel en saison froide. Principe de base aussi, donc comme dit, il faut soigner d'abord l'ensemble du bâtiment. Ensuite, il faut quand même considérer que traditionnellement, on a eu tendance à construire en bois dans le nord de l'Europe. Pourquoi ? Parce que l'idée, c'était de rechercher la meilleure performance thermique, puisque le bois peut être associé à une très, très bonne isolation thermique, en saison froide. A contrario, dans le sud de l'Europe, on va chercher l'inertie thermique. Hein, donc, traditionnellement, on construit en pierre et en brique. C'est un principe de base, ça a l'air bête et méchant, mais il faut quand même penser que c'est une adaptation évidente au climat, qui a été fait au cours des siècles. En Alsace, on est malheureusement avec des hivers très froids et des étés très chauds, donc on va le voir après. C'est pour ça qu'on préconise quand même la construction de bâtiments à très forte inertie thermique. Même si, bien sûr, l'utilisation du bois est à privilégier, mais on le verra, il ne faut pas non plus faut savoir construire avec discernement. Alors, l'inertie thermique. Alors, là, les amateurs de construction en bois vont sauter au plafond, mais on a un bâtiment qui a été construit près d'une voie ferrée, où on était obligé de faire des logements sous des toitures en pente, ce qui peut être catastrophique quand on est en ossature bois, en termes de confort d'été. Et donc, et surtout, on nous demandait, on l'aurait fait de toute façon, un affaiblissement acoustique phénoménal, vu la proximité de voies ferrées. Donc, on a construit un peu comme ça se fait en Italie, en Espagne. On a fait des rampants en béton. C'est-à-dire que l'enveloppe est gérée de la même façon en façade et en toiture, avec une isolation par l'extérieur. Alors, c'est un peu plus onéreux qu'autre chose, mais quand on parle, encore une fois, de coût social, de confort d'usage, pour y être allé cet été, il faisait relativement frais dans ces combles, entre guillemets, qui ne sont plus des combles, puisque ça devient vraiment des étages nobles, en fait. Et là, on ne va pas forcer des gens à habiter dans des greniers, en fait, Et de surcroît, alors on ne le voit pas sur la photo, on a utilisé un nouveau modèle de tuiles en terre cuite qui est de teinte claire, qui est gris clair, quoi. Donc, pareil, qui va réfléchir beaucoup la lumière. Donc, il y a bien sûr là-dessus une ossature bois qui est rapportée. Alors, pour rafraîchir, bien sûr, on va utiliser le plus possible des méthodes passives. Alors ça, c'est un système de ventelle, c'est un bâtiment qui date de la fin des années 90, c'est le centre à l'initiation à l'environnement de la ferme Bussière à Strasbourg, à la Roberceau. Et donc, c'était notre prototype en 97, 98, oui, ça date, où on avait donc certainement un des premiers puits canadiens construits à Strasbourg, et on travaillait avec le principe du night cooling, donc en français rafraîchissement par échange nocturne des masses d'air. Tout simplement, on va rafraîchir au maximum la nuit, chercher le maximum de fraîcheur et refermer tous ces petits clapets, toutes ces petites ventelles.
C'est assez basique, mais si on a une très forte inertie thermique, ce qui est le cas ici, parce que c'est une rénovation de bâtiments en pierre, extrêmement efficace. Alors, on peut aussi ventiler. Alors, une autre problématique, c'est les très grands bâtiments, notamment les halls de sport. C'est souvent catastrophique en été. Pour des raisons, souvent, on se retrouve des vitrages côté sud, ce qu'il ne faut absolument pas faire. Et d'autre part, la ventilation n'est pas gérée. Donc là, on a un projet qui se situe dans la vallée de la Bruche. Donc, on utilise en plus, il y a toujours un petit vent qui va circuler, qu'on va utiliser. Ça nous permet de mettre en dépression, alors je vous passe les détails, mais entre l'arrivée d'air rafraîchissant et l'évacuation, le tout piloté de façon facile aussi. Hein. On évite de mettre trop d'électronique dans ce système. Hein. Là, il suffit d'ouvrir des fenêtres et les gens peuvent gérer eux-mêmes quand il fait trop chaud. Et là, on arrive à un gymnase qui a beaucoup de succès parce qu'en été, on peut l'utiliser. Alors, utiliser l'énergie du sous-sol. Donc, ça, c'est la géothermie soft. Hein. Entre guillemets, c'est la géothermie sans les tremblements de terre. Ça consiste à faire circuler de l'air en sous-sol, tout simplement. Hein, c'est le principe du puits canadien. Et donc, ça va nous amener un apport d'air tempéré en hiver. On peut d'ailleurs ventiler un bâtiment par ce principe sans chauffer en hiver. Hein. C'est un bâtiment passif, c'est absolument faisable, on l'a fait. Et ça permet surtout de rafraîchir en été et d'avoir des très grands volumes de renouvellement d'air, parce que quand c'est couplé à une double flux, on le verra après, ça permet de très grands débits. Alors, ça, c'est un système qu'on a inventé, hein, qu'on a mis au point. Donc, le prototype daté de 2006, on a baptisé ça cave géothermique. Alors, c'est tout simplement un labyrinthe en béton, enterré, où l'air va circuler à très faible vitesse, donc 0,5 voire moins mètres par seconde. Il aura le temps de se rafraîchir en été et de se réchauffer en hiver, avec des systèmes de filtration bien sûr. Et ça permet de tempérer. Quand le sous-sol le permet, hein, je précise quand même, là on était sur des terrasses de l'Eus à Haute-Pierre, donc on pouvait vraiment chercher très loin en profondeur. On est d'ailleurs sous un niveau de parking. Et donc, avant c'était le prototype, et ça c'est le projet le plus abouti en finale. Alors, on est de nouveau près d'une voie ferrée. C'est le même client, hein, c'est la SNCF. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire beaucoup de bruit issu de la circulation du trafic ferroviaire. Et dans ce cas précis, il y a même des trains de fret qui circulent la nuit. Ça veut dire que les gens ne peuvent pas dormir la fenêtre ouverte en finale, puisqu'ils sont constamment dérangés par ce bruit émergent toutes les demi-heures, toutes les heures. Donc, pour pallier à ça, on a proposé une ventilation double flux, en poussant la réflexion plus loin, parce que la ventilation double flux est très performante en hiver pour récupérer l'énergie, mais en été, c'est peanuts, hein, parce que vous brassez de l'air chaud que vous réintroduisez dans le bâtiment. Au contraire, vous allez surchauffer avec une double flux. Donc, on a greffé ça, non pas à un puits canadien, parce qu'on a aussi des considérations hygiéniques, hein, c'est des logements, mais à des caves géothermiques. Donc ça, c'est le vue du bâtiment. Vous voyez, les façades sont blanches pour réfléchir la lumière. Voilà. Donc, le principe, c'est on disposait d'un sous-sol. Dans les logements sociaux, de moins en moins, on fait des caves en sous-sol hein, pour des questions de sécurité. On disposait d'un sous-sol. Il fallait bien sûr des fondations à ce bâtiment. Donc, on a créé ce labyrinthe qui ressemble un peu à des branchies, où cet air va circuler à très faible vitesse. Alors l'intérêt par rapport à un puits canadien, on va le voir après, c'est qu'on peut gérer le nettoyage, la maintenance et vérifier toujours la qualité hygiénique de l'air. Ce qui est faisable aussi plus ou moins en puits canadien, mais ça dépend aussi des façons dont c'est mis en œuvre. Donc vous voyez, l'air poursuit un circuit, donc il y a un système. Le grand avantage aussi, parce que ça c'est raccordé bien sûr à une double flux, c'est qu'il y a des filtrations à l'entrée de cette circulation d'air. Donc vous aussi, vous mettez un peu moins la pression, entre guillemets, faire un jeu de mots, sur les filtres de la double flux. Puisqu'il y a des pré-filtres qui vont être activés. Alors surtout, le gros problème, c'est au printemps avec l'afflux d'insectes. Donc là, il y a une petite maintenance à mettre en place, mais qui n'est pas très douloureuse. Alors, on se retrouve avec des couloirs enterrés. Donc c'est traité de façon hygiénique, avec des peintures, bien sûr, avec des taux de COV minimalistes. Vous voyez, il y a des caniveaux. Donc les caniveaux permettent de nettoyer
régulièrement ces couloirs. On est dans un puits canadien, mais sauf qu'il fait 2,50 m de haut par 1 m de large. Et vous avez aussi, alors, moi je dis toujours, quand on invente celui qui a inventé la roue, la deuxième invention qui a suivi, c'est la roue de secours. Donc quand on fait un projet comme ça, on n'a pas droit à l'erreur. Donc il faut tout de suite penser à la maintenance, à la rénovation aussi. Et donc on s'est dit, bon, mais si une société de nettoyage nettoie ses caves, il va y avoir un apport d'humidité très conséquent dans les logements. Donc tout simplement, on a mis des directives. Là, on n'est pas dans de l'électronique très sophistiquée. La société de nettoyage, elle a un petit bouton qu'elle actionne. Il y a un shunt qui se met en place. Le temps qu'il nettoie, et que je crois que c'est 4 heures après le nettoyage, l'ensemble sèche. L'air est apporté directement depuis l'extérieur. Mais ça, c'est très important parce que quand on parle de puits canadien, il y a eu beaucoup de ratés. Beaucoup de gens sont un peu déçus par les prestations de puits canadiens. Donc là, ce n'est pas un puits canadien, ça va un peu plus loin. Mais c'est important de penser à la maintenance. Et on a travaillé avec le maître d'ouvrage pour mettre en place les procédures au niveau du nettoyage, le suivi aussi par rapport aux sociétés de nettoyage. Donc ces procédures sont inscrites dans les appels d'offres pour les sociétés qui vont intervenir. Alors le principe, bien sûr, c'est donc ça respire par le sous-sol, on va réchauffer en hiver et rafraîchir en été. C'est tout simple, ça fonctionne, les gens peuvent vivre les fenêtres fermées, on a une très bonne isolation acoustique. Alors le souci qu'on a quand on a une très bonne isolation acoustique, en double flux, c'est que souvent, et ça aussi, il y a beaucoup notamment des bailleurs sociaux qui ont arrêté de faire double flux parce qu'il y a d'énormes problèmes acoustiques du fait que vous aviez des bouches d'insufflation dans les pièces. Qui dit bouche d'insufflation dit bruit que je vais voir, donc entendre, et réellement un bruit généré de façon permanente, ce qui peut être très pénalisant, notamment dans une chambre. Donc on a travaillé sur la façon de distribuer l'air dans les chambres, encore une fois, pour aller plus loin, pour pas qu'il y ait de se pénaliser nous-mêmes par un mauvais résultat. Donc on a inventé ces systèmes de soufflage d'air qui va... En fait, c'est l'âme d'air qui va suivre le plafond, c'est l'effet Coanda, ceux qui s'intéressent un peu à l'aérolique. Donc, alors c'est tout simplement des plénums visitables. Pourquoi visitables ? Parce que l'appareil, il y a des procédures de maintenance, parce que c'est tuyauterie. Là, on a fait un bailleur social qui nettoie les VMC tous les ans. C'est peut-être un peu exagéré, mais par rapport à d'autres qui ne le font jamais. Donc voilà, on ouvre ces trapons qui ont une clé qui n'est pas accessible par les locataires pour pas qu'ils stockent leur pack de bière dans ces rangements. Et donc voilà, on a ce trapon qui s'ouvre, qui permet la maintenance. Voilà, on coupe, c'est tout simple, franchement. On essaye aussi de faire les choses simples parce que on est toujours dans le cadre d'un budget. C'est pas, si vous voulez, quand on a une commande, on ne va pas surenchérir le budget. On ne va pas dépenser plus que ce qui est prévu. On va juste dire voilà ce qu'on arrive à faire. Donc ces ensembles menuisés n'ont pas coûté grand-chose. Voilà par exemple le principe d'insufflation. Dans un séjour, il n'y a pas de porte dans ces séjours, donc la trappe de visite, la pièce d'inspection, elle est un peu en retrait. Et voilà comment l'air va circuler, l'air de rafraîchissement ou de réchauffement en hiver. Alors, quand on construit ce genre d'objet, bien sûr, on fait nous-mêmes la métrologie. On a des sondes, des capteurs qui sont installés un peu partout. Et là, vous voyez le résultat en été. Donc, on a une température de 22 degrés, 24 maxi, 22 en moyenne d'air insufflé, avec des pics de température jusqu'à, bien sûr, quand en période de canicule, 35 degrés. Donc, un gain jusqu'à 10 degrés en été. Diapo suivante, en hiver, on va gagner... pareil, on a une courbe lissée toute l'année, en fait. Donc, on va gagner beaucoup en chauffage aussi, en final. Alors, le dernier projet que je vais vous montrer, on l'a livré il y a 1 an. Donc, on est retourné, vous allez voir, on est retourné au système du puits canadien parce qu'au niveau de la modélisation, les caves géothermiques, c'est très compliqué. Surtout qu'on a été labellisé passif. Alors, passif, c'est 15 kWh de consommation énergétique par mètre carré, ce qui est minimaliste. Donc, c'est un bâtiment qui est un périscolaire. Alors, on a aussi une expérience de construction d'école en bois. Mais on ne voulait pas construire en bois. Pourquoi ? Parce que ce bâtiment est surtout utilisé en été. Donc en été, on va chercher l'inertie thermique, le confort d'été, comme on dit. Et donc, vous le verrez, c'est une ossature en béton,
qui permet d'ailleurs une étanchéité à l'air extrêmement performante. Et voilà, donc je pense que dans certains cas, faut pas tout rejeter. En même temps, il y a des cas où la construction en béton, on l'a vu, pour des considérations d'acoustique ou de confort d'été, il faut quand même la conserver pour certains projets, quoi. Bien sûr, un hall industriel, on va le construire en bois. Mais là, pour le confort, la santé des élèves, il y a des écoles qui ont été fermées cet été parce qu'il faisait trop chaud. Dans ce cas précis, c'était plutôt le contraire. Ils venaient se réfugier parce qu'il faisait période de canicule, maximum 25 degrés. Vous voyez, donc il faut plutôt que ce soit un havre de paix où les gamins peuvent évoluer de façon saine. Alors, projet bioclimatique, c'est un grand mot, mais on va utiliser les ressources du sous-sol, l'air, vu la forme du bâtiment, l'orientation, et bien sûr le solaire. On est en énergie positive, on a 110 panneaux solaires. On produit largement plus qu'on consomme. Bon, ça, c'est un peu du basique. Hein. Et voilà, donc on a installé un puits canadien. Donc on bénéficiait, on est à cheval sur une cour d'école adjacente, on bénéficiait d'un terrain suffisant. On a un puits canadien qui fait la taille d'une piscine olympique, avec, on va le voir après, on a 800 mètres linéaires de conduite, diamètre 30 cm. Le tout raccordé à des conduits de liaison qui font 80 cm. On a bien sûr mis des grilles par précaution qu'il n'y ait personne qui vienne qui ait l'idée d'aller se promener là-dedans. Donc là, vous voyez une nappe de conduite, il y en a deux. Donc on respecte un certain intervalle entre les conduites. On étudie bien sûr la conductivité du sol. Dans la nappe phréatique, 1,50 m de profondeur suffirait. Là, on est à 3,50 m parce qu'on est dans du loess, avec une très faible conductivité thermique. Et ça nous amène 10 000 m3 de renouvellement d'air pour un bâtiment de 1300 m². En fait, quand on parle de renouvellement d'air, ce qui est important à voir, c'est qu'il y a des normes et il y a aussi une recherche de qualité d'air. Hein. Quand on parle de CO2 accumulé et tout, il faut l'évacuer. Et pour arriver à ce volume de renouvellement d'air, si vous brassez de l'air chaud, ça va être extrêmement inconfortable. Alors, la mise en place doit être extrêmement soignée. Il faut l'entreprise aussi qui soit adaptée à ce type de choses. Vous voyez que tout est enveloppé. Il y a une personne là, qui passe l'aspirateur entre chaque pose de conduite. C'est très fignolé. Hein. Justement, pour éviter toute problématique hygiénique par rapport à l'air. Alors, donc, on a aussi étudié la forme des plafonds. Parce que comme on a un très grand volume, il fallait éviter ces effets de douche qu'on a souvent avec les ventilations au plafond. Donc la forme du plafond permet de retrouver cet effet Coanda, avec en plus une atténuation acoustique, parce que ça peut faire du bruit, hein, de l'air 3 volumeurs. Voilà, donc notre contexte, c'est l'espace des petits. J'ai presque fini. Et donc, alors, ce qu'il faut voir aussi, c'est que, donc on parle de confort d'été, mais on va aussi parler de qualité de l'air, de performance énergétique et d'hygrométrie. Chaque zone est pilotée par des sondes qui vont effectivement pouvoir dicter à la GTC quel est le volume qu'il faut renouveler. Là, vous le voyez, bon, c'est anecdotique, mais on arrive à 600, 700 ppm de CO2. C'est quasiment contexte rural, on est entre 400 et 500. En ville, entre 600 et 700. Vous voyez, donc c'est piloté selon l'occupation et c'est efficace. Donc juste pour finir, la dernière, elle est toute fraîche, enfin entre guillemets, sans jeu de mots. La dernière courbe de température relevée cet été, c'était au mois de juillet. Donc vous voyez, ça fonctionne parfaitement. On a un air insufflé qui est entre 20 et 22 degrés. Avec ce volume, donc on peut renouveler comme on veut. On n'est pas limité à la problématique de surchauffe. Voilà, je vous remercie. Merci, Monsieur Sigwald. Alors, je propose qu'on regroupe les questions en fin de séquence afin de pouvoir maîtriser le temps, si ça ne vous pose pas de soucis. Voilà, je demanderai donc à Monsieur Doya de prendre la parole pour nous parler donc des effets sur le microclimat urbain des bâtiments. Donc, moi, je suis chargé de chef de projet, on va dire, à la plateforme Tipeee. La plateforme Tipeee, c'est une plateforme technologique au sens du réseau national d'accompagnement à l'évaluation
des technologies du bâtiment. Et on a une partie qui est proprement liée à la détermination de la performance énergétique des enveloppes et une partie qui est plutôt liée à la qualité des environnements intérieurs. Et donc moi, ce que je vous propose là, c'est de voir un petit peu sur deux choix de conception un peu particuliers, qui est l'utilisation du cool roof et de la toiture terrasse végétalisée, de voir quels sont les effets, non pas sur le confort d'été, mais plutôt sur le microclimat urbain et donc leur contribution directe au microclimat urbain. On parlait de retour d'expérience. En fait, ce que je vous présente ici, ce n'est pas de l'expérimental, c'est vraiment de la simulation numérique et les résultats qu'on a pu obtenir. Et donc, ça fait part d'une étude qu'on a réalisée pour Soprema, où on avait étudié 4 typologies de bâtiments que vous voyez là, logement collectif, maison individuelle, bureau, supermarché, pour 2 performances énergétiques de l'enveloppe. Une performance énergétique qui était un peu avant la réglementation thermique des années 2000, et une réglementation et une performance énergétique plutôt post-RT 2012. Et on a testé sur ces 4 bâtiments donc 3 types de toitures. Une toiture ardoisée sombre, comme on a l'habitude de voir en revêtement bitumineux, avec un albédo, un coefficient de réflexion solaire qui est relativement bas, de 0,1. Une toiture qu'on a appelée cool roof, plutôt modérée, avec un albédo de 0,5, donc 50% de réflexion. Et puis 8 mix de taxons de plantes sur des toitures terrasses végétalisées. Et donc l'idée, c'était de voir cet effet sur une 13 villes françaises et de regarder 2 indicateurs, qui est l'estimation en kilowattheure de climatisation sur le bâtiment à l'intérieur et puis l'estimation du rejet de chaleur vers l'environnement. Donc en bas, vous avez 3 exemples de ce que l'on a regardé. En fait, on regardait le flux sensible, c'est-à-dire le flux qui est renvoyé vers l'air extérieur, entre la différence de température que vous aurez entre la température de surface et la température de l'air extérieur. Et donc c'est ce qu'on a appelé la convection, qui est plus forte sur le cas d'une toiture sombre de référence, un peu plus faible sur tout ce qu'on a en cool roof, et qui est encore amoindrie sur la partie toiture végétalisée, où on a un phénomène d'évapotranspiration qui rentre en jeu. Pour qu'on ait ce phénomène d'évapotranspiration, il faut forcément, en tout cas en conditions d'été, que la toiture végétalisée soit arrosée. Et par conséquent, on est vraiment sur un système arrosé et pas sur un système sédum qui s'auto-maintient par les eaux de pluie. Donc quand on regarde ces flux sensibles que j'ai tracés ici pour un bâtiment de type, il me semble, supermarché à Marseille, on voit qu'on a des moments où le système se comporte comme une source de chaleur pour l'environnement et des moments où elle se comporte comme un puits de chaleur. Et donc j'ai tracé les 3. Le premier en bleu qui est pour la toiture sombre, où on est essentiellement dans une configuration de source de chaleur. C'est un peu le même cas pour le cool roof, où on est en source de chaleur mais moindre durant les périodes diurnes, et où on est en puits de chaleur pour les périodes nocturnes. Et on a le phénomène inverse qui se passe pour tout ce qui est toiture végétalisée arrosée, où on est en termes de puits de chaleur durant la journée et puis de source de chaleur durant la nuit. En bas, vous avez une représentation un peu statistique pour l'ensemble de la période d'été, où on voit clairement que le système sombre se déporte plutôt sur un flux de chaleur sensible rejeté à l'environnement qui est toujours positif, voire très fort. Et pour les toitures végétalisées, vous voyez en bas, on est plutôt dans le négatif et avec un équilibre sur le 0. Et un peu la même chose pour le cool roof. Donc, quand on regarde ça à l'échelle du bâtiment, c'est-à-dire qu'on intègre un peu ce phénomène de convection sensible vers l'environnement de l'ensemble des parois, plus celle de la toiture, quand on fait une somme, ici on a un exemple qui se fait à Marseille, on va essayer de comparer ce qui s'est passé pour la toiture de base de référence, qui est la toiture noire, avec les 2 autres configurations. Et donc on voit qu'à Marseille, on est capable, pour un cool roof, donc de 50% de réflexion par rapport à 10% de réflexion pour le noir qu'on a considéré, de gagner jusqu'à 30%
sur l'ensemble de la saison d'été de rejet en moins et donc de contribution en moins à l'îlot de chaleur urbain. Sur le cas de la toiture soprafraîche, qui sont des plantes en fait avec une capacité d'évapotranspiration qui sont relativement fortes, on arrive à diminuer de 85% le flux thermique qu'on va renvoyer dans l'environnement urbain. Voilà, donc ça c'était sur cette partie-là. Et si on regarde vraiment sur la problématique qui est celle, pas du confort d'été ici, mais vraiment de la consommation énergétique qui va être liée à un cool roof, on a fait 2 types de simulations ici. Ce que je veux vous dire avant, c'est qu'un cool roof, il est défini par physiquement 2 propriétés optiques qui sont l'albédo ou la réflectance et puis l'émissivité thermique. Les 2 sont combinés sur un bilan thermique relativement simple à l'échelle des toitures et on va venir calculer un SRI. Un SRI de 0, c'est une toiture noire. Un SRI de 100, c'est une toiture blanche. Et puis on a un ensemble de solutions qui sont définies plutôt en France sur ce qu'ils appelleraient du cool roof. C'est tout ce qui passe au-dessus de 100. C'est des toitures avec un blanc qui est relativement dopé. Et si on regarde la définition à l'échelle européenne, le cool roof, en fait, il n'y a pas de définition propre. Le SRI, si vous avez 2 choix, le SRI qui est plus fort qu'un choix traditionnel, c'est déjà le début vers une technologie cool roof. Et donc ce que vous voyez en haut, c'est tout à gauche, le graphique, c'est les pertes qu'on va avoir en termes de demande de chaud dans le bâtiment, en demande de chauffage. Les points qui sont en vert, c'est pour une résistance de toiture qui est relativement forte et conforme à la RT 2012. Les points qui sont en rouge, c'est par rapport à une toiture peu isolée qui serait représentative des toitures tertiaires avant les années 2000. Le graphique du milieu, on se retrouve avec à peu près la même chose. C'est cette demande qui serait comparée à la toiture sombre pour différents SRI. Les SRI que j'ai choisis, c'est 58, 75, 90 et 100. Et pareil, on est sur les gains par rapport à la toiture noire pour la résistance thermique isolée et non isolée de ces 2 toitures. Et le graphique le plus à droite, c'est peut-être le plus important, c'est la différence de ce qu'on gagne en climatisation et de ce qu'on perd en chauffage. Et donc vous voyez que les différences qui sont données sont relativement faibles par rapport à ce qui peut être annoncé parfois en gain pour des SRI relativement élevés. Ça marche assez bien pour les climats qui sont plutôt chauds, du type méditerranéen, donc tous les gains que vous retrouvez en bas, et puis un peu moins bien pour les climats qui se retrouvent plus au nord de la France. Et ce qu'on voit surtout, c'est des gains au final qui se limitent entre 1 et 4 watts par mètre carré, water par mètre carré, sur l'ensemble de la saison chaude pour des bâtiments très isolés. Et par contre, on a une fonctionnalité qui est beaucoup meilleure en fait, sur les bâtiments peu isolés. Ce qu'on sait aussi, c'est que l'isolation est nécessaire pour diminuer de manière générale l'ensemble de la consommation énergétique annuelle. Et par conséquent, on va se retrouver très souvent sur la 2e configuration qui va nous donner en fait, des gains énergétiques qui sont relativement faibles. Et les gains qu'on va plutôt rechercher, c'était les gains que je vous ai présentés juste avant, c'est des gains sur la diminution de la contribution à l'îlot de chaleur urbain. Donc pour faire un décryptage rapide du cool roof, il est paru l'année dernière une fiche d'économie d'énergie qui fait état que le cool roof en France et les gains d'économie d'énergie et ce qu'on va pouvoir aider, c'est des cool roof qui seront avec un SRI initial de 100, c'est-à-dire des produits uniquement blancs, et un SRI vieilli de 90. Les produits qui rentrent dans cette définition-là, c'est des membranes synthétiques bitumineuses ou des systèmes d'étanchéité liquide avec des finitions spécifiques, ou alors il existe aussi des top coats. C'est une peinture qui n'a aucune garantie d'étanchéité, mais qui est une peinture avec une garantie biennale sur l'adhésion et la couleur. Donc, pourquoi utiliser du cool roof? Notamment pour l'anticipation du changement climatique, et c'est surtout une participation sociétale. On a une moindre contribution à l'îlot de chaleur urbain. Ça va permettre des gains, notamment sur le confort extérieur et sur la santé, à condition qu'on le développe à large échelle.
Et donc, dans ce cas-là, on aura aussi une réduction indirecte des besoins énergétiques du bâtiment, puisqu'on va diminuer la température de l'air dans l'espace urbain. On a également une réduction de l'absorption des UV, qui permet une augmentation de la durabilité des membranes d'étanchéité qu'on va utiliser. Et en rénovation, on peut considérer qu'au-dessus de 4,5, on n'a plus d'une résistance thermique de 4,5, on n'a plus vraiment de raison d'utiliser ce genre de produit pour un gain énergétique. Et après, en termes de conseils d'utilisation, sur une toiture qui est peu isolée, qui est encore sous décennale et où on a un faible budget, on optera plutôt pour une peinture top coat. Et sur une toiture qui est peu isolée et qui est hors décennale, avec probablement des petits ennuis d'étanchéité qui commencent à se faire sentir, il est nécessaire plutôt d'opter pour une étanchéité de type cool roof, de type membrane. Et dans les deux cas, si on veut faire un gain par rapport au bilan carbone environnemental, le fait d'opter pour une membrane, on ne va pas multiplier les produits qu'on va mettre sur la toiture. Donc le gain énergétique, en carbone sera meilleur en faisant une rénovation sur la membrane. Pour le cool roof, donc, les ambitions qui étaient affichées par la fiche C2E, c'était un SRI de 90. Moi, ce que je veux ajouter là-dessus, c'est que la plupart des toitures en France, on ne peut pas mettre du blanc partout. Et surtout, le SRI classique des toitures traditionnelles, il se situe plutôt entre 10 et 15. Par nécessité, ce que vous pouvez faire, c'est de préconiser des produits qui ont un SRI au-dessus de 50. Ce n'est pas forcément des produits blancs, ça peut s'associer avec les lois architecturales qu'il y a dans notre pays. Et ce qu'on peut faire à minima, c'est de proscrire les solutions noires apparentes, ce qui va améliorer le microclimat urbain. Après, il y a deux choses qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un petit entretien nécessaire sur la technologie cool roof, c'est que ce n'est pas le vieillissement qui va rentrer en ligne de compte expressément, c'est vraiment l'encrassement des toitures. Surtout sur des toitures terrasses à faible pente. Et il y a déjà des contrats de maintenance qui sont fournis par les industriels de la toiture. Et l'idée, ça serait que ce nettoyage du cool roof, il arrive juste au moment où on en a le plus besoin, c'est juste avant la saison chaude. Donc de réaliser un nettoyage au moins une fois par an. Ici, c'est un exemple qui a été fait de mesure de température sur une maquette expérimentale de canyon urbain. Vous voyez en haut, en fait, on a 4 rues canyon qui sont constituées de 5 bâtiments et puis un mur complémentaire. Et le premier graphe que l'on regarde, en fait, c'est à l'intérieur du canyon urbain, on regarde les différences de température journalières entre un canyon de référence et un canyon qui est peint en blanc. Et donc, on a des différences de température qui sont de 0 à 3 degrés et qui sont parfois négatives la nuit. Et ce qu'on retrouve avec une utilisation de la végétalisation, soit sous le format d'une toiture terrasse végétalisée, soit sur le format d'une façade végétalisée, c'est qu'on va être capable d'atténuer la température au sein du canyon de 1 à 2 degrés sur ces conditions d'été. C'est pour vous dire que sur une utilisation plus ou moins à grande échelle, puisque vous voyez la surface végétalisée est plutôt importante par rapport à l'îlot que représente cette petite maquette, on arrive à avoir des réductions en toiture qui ont un impact direct sur le fond de ces rues canyon. Pour conclure, je vais vous dire que la fonctionnalisation d'une toiture par végétalisation ou à l'aide d'un cool roof dans un contexte réglementaire d'isolation actuel, c'est plutôt une action de logique RSE. Et l'effet qu'on peut vraiment avoir sur la ville, c'est dans une logique de réplication à grande échelle. On aura à ce moment-là vraiment une efficacité d'atténuation de l'effet d'îlot de chaleur urbain. Que ce soit l'un ou l'autre, il y a une logique d'entretien qui va se créer dessus, donc des coûts supplémentaires. L'arrosage est nécessaire pour la végétalisation et pour rester efficace le plus longtemps possible, il va falloir l'entretien de la végétalisation pour le débarrasser parfois d'espèces qui viennent se lier à tout ça et qui vont dégrader l'étanchéité en dessous. Et puis ensuite, pour le cool roof, donc c'est une logique plutôt d'éviter l'encrassement.
Ce que je répète ici, c'est donc que le seuil supérieur à 50 constitue une réelle amélioration par rapport à l'état existant des toitures et du parc immobilier français. Et puis, il y a quelque chose à étudier, c'est la préconisation d'une toiture végétalisée irriguée pour améliorer, on va dire, le microclimat urbain. Qu'est-ce qu'il en est par rapport à la disponibilité de la ressource en eau? Il y a peut-être une concurrence directe avec des besoins qui sont un peu plus vitaux, c'est l'arrosage des cultures pour se nourrir et la distribution d'eau potable, et voir à quel point la société est capable de se munir de ce genre de système pour améliorer le microclimat par rapport à cette ressource en eau qui commence à se raréfier. Voilà, j'en ai fini. Merci Monsieur Perrin, on peut l'applaudir. Donc pour compléter sur cette thématique, j'invite Monsieur Rémi Perrin à prendre la parole, notamment sur la thématique du rafraîchissement adiabatique. Quand on m'a posé la question d'un retour d'expérience sur le confort d'été, on a un petit peu réfléchi en interne et puis on s'est dit, bon, le cool roof, la végétalisation, ça commence à bien rentrer dans le mindset. Donc ça, c'est bien. Ça fait cool roof, on a commencé à en parler en France en 2011. Donc on est content et on lâche pas. Par contre, moi, je voulais vous présenter quelque chose d'un peu plus original aujourd'hui, qui est le rafraîchissement adiabatique. Alors, le rafraîchissement adiabatique, qu'est-ce que c'est ? C'est l'utilisation de ce que j'appelle un matériau à changement de phase génial. Génial. C'est quoi ce matériau ? C'est l'eau. L'eau, en fait, quand elle s'évapore, elle capte de l'énergie. Et ça, on s'en rend compte quand on se baigne l'été. Quand on sort de l'eau, on a un sentiment de frisson. Bah oui, c'est l'eau qu'on a sur le corps qui s'évapore et qui nous rafraîchit. Et ce principe-là, en fait, qui n'est pas nouveau, il a été développé dans une technique de rafraîchissement qui est très peu utilisée, trop peu, qui est ce qu'on appelle le rafraîchissement adiabatique. Alors là, rapidement, le principe, vous prenez de l'air chaud en toiture, moyennant un système de ventilation vraiment pas compliqué, vous aspirez cet air chaud et vous le faites passer à travers un média humide. Et qu'est-ce qui se passe en passant à travers ce média humide ? Il y a une partie de l'eau qui s'évapore et qui va rafraîchir l'air que l'on peut souffler à l'intérieur du bâtiment, moyennant ce petit schéma que vous voyez. Et bien entendu, au fur et à mesure qu'on rafraîchit l'air d'un bâtiment, on a parlé un petit peu de la ventilation naturelle, des ouvrants en toiture qui permettent d'évacuer l'air chaud. Voilà. Alors, associé à ce rafraîchissement adiabatique, un petit retour d'expérience. Je ne l'ai pas fait exprès par rapport au contexte du moment, mais on a un retour d'expérience hyper intéressant sur une activité qui se développe, qui est le foot en salle. Alors le foot en salle, je me suis un peu renseigné. Comment ça marche ? Business, dans un premier temps. Les revenus d'une salle de foot en salle, c'est quoi ? C'est la location de terrain, et pas trop cher si on veut qu'il y ait du monde qui vienne jouer. C'est de la buvette et du snacking, et de temps en temps, on organise des tournois. D'accord. C'est comme ça qu'un gérant ou un propriétaire de salle de foot vit toute l'année. Les infrastructures, là vous avez une belle image d'un équipement de foot sans salle. C'est des grands espaces. Généralement, on est à 3 ou 4, voire 5, voire 6 terrains de foot. Le revenu au mètre carré, il n'est pas important. Et qu'est-ce que font ces gens-là ? Ils essayent de réutiliser et de reconvertir des friches industrielles. Comme vous le voyez là, un bâtiment haute hauteur, et on convertit ça en salle de foot. Et là, ce que je vais vous présenter, c'est un retour d'expérience sur ce qu'on a fait avec une salle de foot à Angers, qui s'appelle le Urban Soccer, où on a installé du rafraîchissement adiabatique. Et le rafraîchissement adiabatique à Angers, 5 terrains, 2600 mètres carrés, et une installation, alors ça c'est des produits d'une filiale de Soprema qui s'appelle Genatis, c'est des wet box, et sans rentrer dans le détail, le 30 000, c'est des mètres cubes par heure. Voilà, c'est la capacité de traiter des mètres cubes par heure d'air rafraîchi. Bâtiment existant, comment est-ce qu'on intervient ? D'une façon relativement simple. On fait une petite ouverture dans la toiture, peut-être un renforcement à prévoir autour de la pose de cet équipement.
Et puis, là, vous en avez la coupe, et à l'intérieur, une bâche soufflante, dans ce cas-là, qui faisait 10 mètres de long, qui permet de souffler de l'air rafraîchi à l'intérieur du bâtiment. À quoi ça ressemble ? Vous voyez, là, c'est une petite coupe. En orange, le fameux média humide qui va nous permettre donc de gérer, d'amener de l'eau et d'évaporer cette fameuse eau. Et puis, un petit ventilateur, petit ou plus gros, dépendamment du dimensionnement des équipements, qui permet de prendre l'air à l'extérieur et de le souffler à l'intérieur. Là, vous avez une photo de comment est-ce que tout ça est connecté à l'intérieur du bâtiment, et vous voyez un petit peu l'emprise des travaux qui a été nécessaire de faire sur ce bâtiment existant. Donc c'est relativement sommaire dans une logique d'installation sur des bâtiments existants. Voilà. Donc ça, c'était cette installation. Témoignage. Alors, pareil, dans une logique de retour d'expérience, on a interrogé le gérant et on a interrogé les utilisateurs. Et alors le gestionnaire, qu'est-ce qu'il nous dit ? Avant 2020, j'avais quasiment pas de réservation entre juin et septembre. On joue pas au foot quand il fait 30 degrés à l'intérieur d'une salle. Donc peu de buvettes, peu de snacking. Depuis 2020, l'activité elle est forte, elle devient même prédominante. Les recettes de buvettes, bien entendu, augmentent. Et ce qu'il s'est rendu compte aussi sur la place d'Angers, il a été le premier à installer un système de rafraîchissement dans sa salle de foot. Il y a les gens qui allaient jouer au foot dans d'autres salles qui viennent le voir. Voilà. Pour les joueurs aussi, ils sont hyper contents, ils ne sont pas fatigués, ils viennent plus souvent et en plus, ils consomment plus. Voilà. Pour terminer ma petite présentation sur ce retour d'expérience, je voulais quand même donner quelques chiffres qui semblent assez intéressants à partager. Cet été, on a fait des relevés de température, 35 dehors, 22 à l'intérieur. Voilà, donc ça c'est l'efficacité de ce rafraîchissement adiabatique. Et on parle bien de rafraîchissement et pas de climatisation. On ne régule pas une température à l'intérieur du bâtiment. Consommation d'eau. On consomme de l'eau, bien entendu, comme média et comme système de rafraîchissement. 55 litres par heure pour l'ensemble des 5 box qui ont été installées. Et on commence à allumer le système à 11h du matin et à 17h, 18h, on l'éteint. Ce n'est pas un système qui tourne en permanence, c'est-à-dire que grâce aux vitesses de déplacement d'air et aux quantités d'air qui sont déplacées, on n'est pas obligé d'avoir quelque chose qui tourne en permanence pour maintenir une température. Et enfin, coût de l'installation pour la maîtrise d'ouvrage, les 5 systèmes de rafraîchissement adiabatique, fourniture et pause, c'était un ticket à 55 000 € pour le gestionnaire de cette salle. Voilà, je vous remercie. Merci, Monsieur Perrin. On va passer à la phase de questions. Est-ce qu'il y a des questions ? Oui, je vois des bras qui se lèvent. Bonjour, j'aurais voulu avoir une idée des consommations spécifiques d'électricité pour 30 000 m3 par unité. Voilà, sur les c'est une bonne question. J'ai les fiches techniques ici, je ne les ai pas en tête, mais je pourrais vous donner la consommation en électricité pour la ventilation. Et les économies éventuellement qui seraient réalisées par rapport à un système de climatisation ? Alors, en fait, là, il n'y a pas d'économie. C'est une aberration totale de vouloir climatiser cette typologie de bâtiment. Donc, le calcul de retour sur économie par rapport à de la climatisation, ça n'a pas de sens. Et d'ailleurs, le gérant nous l'avait dit, climatiser un tel volume pour jouer au foot, avec une enveloppe qui est aussi peu isolée, ça n'a pas de sens. Donc là, il n'y a pas de comparaison possible à un système de climatisation. Par contre, le retour d'expérience, il était un peu rigolo là, sur une salle de foot. C'est valable pour une rénovation de friches industrielles, y compris, pour faire autre chose. Et c'est des choses qu'on développe aussi dans des bâtiments tertiaires, où on est dans une logique vraiment là de rafraîchir et de ne pas climatiser. Voilà. Donc, mais là, sur ce bâtiment-là, c'était une aberration de vouloir climatiser un tel volume. Merci. Autre question ? Bonjour, Bureau d'études Élan. Est-ce qu'il y a un aspect sanitaire
à prendre en compte, notamment par rapport aux médias? Est-ce qu'il y a un encrassement et du coup un risque de développement bactérien qui pourrait nuire à la santé des occupants? Alors la réponse, c'est que c'est des systèmes qui sont soumis à aucune réglementation sanitaire, contrairement au système de rafraîchissement thermodynamique, parce que là, c'est de l'air qui circule, c'est de l'air qui est un peu plus humide, mais il n'y a pas de développement bactérien dans le système. Et ce que Genatis me dit, c'est on est soumis à aucune réglementation vis-à-vis de la qualité de l'air, comme peut l'être des endroits où l'air est en contact avec de l'eau stagnante. Merci. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions pour M. Sigvald ou M. Doya? Bonjour, Sandrine Denisard, je travaille chez Placoplâtre et vous avez parlé de la qualité de l'air. Je voulais savoir si sur le projet que vous avez fait, le périscolaire de Gespolsheim notamment, vous avez traité la qualité de l'air avec des produits type Activair ou autres au niveau du plâtre, avec l'obligation réglementaire du décret sur la qualité de l'air de 2018. Merci. Alors écoutez, pour vous décevoir, on a utilisé très peu de plâtre puisque les murs sont en béton, avec un gel Les plafonds, effectivement, sont en plâtre. Les peintures qu'on a appliquées dessus sont dans des taux de COV minimalistes, mais on n'a pas recherché forcément On est parti du principe que c'était un matériau statique, donc qui ne générait pas d'émissions nocives. Oui, ce qui est une bonne base. Ce qui est bien oui. aussi, c'est avec des produits de type, par exemple, Activair, c'est qu'on a un traitement, en fait, des COV, notamment des formaldéhydes, sur toute la durée du bâtiment. Oui, à savoir sur 50 ans, donc c'est quelque chose... Oui, tout à fait. Qui est, voilà, oui, ça serait en plus pour stocker les polluants, en fait. Exactement. Pour enlever la problématique du formaldéhyde. Oui, ça serait une solution. Voilà. Merci. Merci pour la question. On va devoir conclure, je suis désolé, pour passer la main à ma collègue. Rejoignez-nous dès maintenant pour faire partie de ceux qui agissent et retrouvez tous nos contenus sur notre plateforme communautaire www.buildandconnect.eu. Un programme proposé par le pôle Fibre Énergie Vie, le pôle qui accompagne l'innovation des industriels, des maîtres d'ouvrage et des entreprises de la filière du bâtiment pour passer d'un modèle carboné à un modèle décarboné, sain et respectueux de l'environnement, œuvrant pour l'adaptation au changement climatique.